Bonsoir chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour cette soirée, ce point maintenant institutionnel entre nous sur l'actualité internationale. Alors, Abdeljelil m'a demandé de traiter plusieurs sujets, donc l'Iran bien sûr, la Russie, les élections françaises, le Liban. Je vais essayer de traiter l'essentiel. En commençant évidemment par la question de l'Iran, qui est aujourd'hui prioritaire dans les médias et pas seulement. Alors, si on veut résumer la situation aujourd'hui de ce qui se passe en Iran, je dirais qu'on est dans un espèce de faux rythme. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un système de guerre militaire, mais on n'est pas non plus dans un système véritablement de négociation active, volontaire. On est quelque part entre les deux. Et je vais expliquer pourquoi on est dans ce sens-là. D'abord, on n'est pas dans un système purement militaire pour une raison simple, c'est que Trump est aujourd'hui en décalage et en porte-à-faux par rapport au Congrès, à qui il n'a pas demandé l'autorisation, et il a prolongé la guerre au-delà des 60 jours sans demander l'accord du Congrès, parce qu'il a peur de ne pas l'obtenir et probablement il ne l'obtiendrait pas, ou il obtiendrait une résolution du Congrès qui l'obligerait à demander la permission pour tout engagement de dépenses, par exemple, ou engagement de troupes ou quoi que ce soit, ce qui le ligoterait complètement. Donc, il a joué d'une espèce d'astuce que le Congrès n'a pas dû trop apprécier en disant qu'il ne faisait pas la guerre, puisque il y avait un cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu n'est pas véritablement respecté, puisque vous avez vu que les bombardements respectifs continuent entre les USA qui ont bombardé l'île de Kerch et en même temps le port de Bandar Abbas, et les Iraniens qui ont bombardé et chassé, semble-t-il, 3 frégates américaines qui sont, je pense, celles que les Iraniens avaient laissées passer dans le cadre d'une négociation avec les États-Unis contre le fait de laisser sortir un certain nombre de bateaux iraniens. Enfin, c'est ça que j'ai compris. Donc, on n'est pas, le cessez-le-feu n'existe pas vraiment. Il n'est pas tellement respecté, même si les Américains ont dit, pour la raison que je viens de préciser, que oui, que c'était tout à fait respecté, que c'était des escarmouches, etc. Bon, quand on bombarde un port, c'est pas que des escarmouches. Et puis, il y a cette raison, et puis le fait qu'on n'est pas non plus véritablement en fin de guerre, puisque d'une part, le blocus des Américains, même s'il n'est pas très il n'est pas très actif et il ne marche pas très bien parce que les bateaux sont obligés de rester à une certaine distance de la côte pour pas se faire tirer dessus par les drones et par les missiles, mais ils n'arrêtent pas bien les bateaux. Je crois qu'il y a une centaine de bateaux iraniens qui sont passés depuis qu'ils ont mis en place le système, 90 ou 100, quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est plus une passoire qu'un blocus, mais il n'en reste pas moins que c'est pas la guerre n'est pas finie. Donc la position de Trump vis-à-vis du Congrès n'est pas claire du tout, mais ça lui interdit pour l'instant de faire une guerre véritablement militaire avec une attaque, chose qui, je pense, qu'il serait tout à fait capable de faire s'il pensait que ça pouvait donner des résultats. Mais outre le fait que les Iraniens lui aient répondu que face à ces quelques dizaines de milliers de soldats, il y avait 1 million d'Iraniens qui étaient prêts à prendre des armes, l'opération qui a été faite par les avions de nuit qui a coûté 2 C-130, qui sont 2 énormes avions, et 4 hélicoptères
supposément pour récupérer un pilote d'avion, mais en fait, c'était pas ça. L'objectif, c'était d'essayer de sécuriser une zone autour d'Ispahan pour aller récupérer, semble-t-il, le carburant qui serait en dessous dans les décombres. Bon, en tout cas, si cette opération servait à tester une invasion terrestre, elle a complètement échoué puisque les hélicoptères ont été détruits, les avions ont été détruits et on ne sait pas du tout s'il n'y a pas eu un certain nombre de morts américains qui sont restés grillés dans les avions. À mon avis, je pense que on ne se bouscule pas pour en parler, mais il y a certainement eu des morts américains dans cette affaire. En tout cas, si les Iraniens avaient, et si les Américains avaient l'idée de débarquer, à mon avis, c'est complètement raté. Et par ailleurs, quand on a vu comment fonctionne le détroit d'Ormuz, il n'y a aucune chance pour que les Américains puissent sécuriser le détour du détroit d'Ormuz, mais il reste cette menace qui est malgré tout présente et qui empêche absolument de parler d'un cessez-le-feu véritable, mais c'est la raison pour laquelle les Américains ont changé de système et ils se sont installés dans un système qui est, je dirais, un peu plus intelligent, même si je ne crois pas qu'il soit très adapté, qui est le système du double blocus parce qu'ils pensent faire mal aux Iraniens en empêchant leurs bateaux de sortir. J'ai montré que ce n'était pas vrai. Et par ailleurs, je rappelle que les Iraniens sont très bien organisés depuis longtemps pour faire face à ce genre de choses. D'abord, ils ont déjà eu ce cas-là en 2019 lorsque Trump a arrêté a cessé l'accord du JCPOA unilatéralement et certains rappelaient que les Iraniens ont été privés d'exportation de pétrole pendant 2 ans. Et ils ne sont pas tombés par terre, donc ça veut dire qu'ils sont organisés pour ça. Et comment le sont-ils? D'abord parce qu'ils ont une industrie importante qui absorbe une partie des productions pétrolifères, industrie du raffinage, industrie pétrochimique. Donc, sur les 3,5 millions de barils par jour, il y a environ 2 millions qui sont utilisés. Donc, c'est une part très importante de leur production dans l'industrie et seulement 1,5 million qui est offert à l'exportation, principalement pour la Chine. Alors, ils ont donc un matelas qui permet d'absorber les excédents de production. Bon, là, je suppose qu'ils font marcher la pétrochimie d'une façon un peu plus importante pour absorber plus de quantité. Ils ont également, on le sait, un pipeline qui va jusqu'à la frontière du Pakistan. Donc, ils livrent au Pakistan ou ils peuvent livrer au Pakistan. Ils livrent également à la Russie par la Caspienne, qui est totalement protégée par la Russie, puisqu'il n'y a pas de bateaux occidentaux, donc personne ne peut arrêter le trafic, et donc ils livrent aux Russes, qui peuvent relivrer par leur propre système des quantités équivalentes pour leur compte à la Chine. Et également, ils ont une ligne ferroviaire qui relie la Chine par le nord de l'Himalaya, par tous les pays en stan, Kazakhstan, Turkménistan, etc. Et donc, ça leur permet également d'exporter une partie de leur pétrole comme ça. Donc, ils sont beaucoup moins vulnérables que ne le sont les pays du Golfe qui sont en face, qui souvent exportent la totalité de ce qu'ils produisent. Et lorsqu'ils raffinent, c'est aussi pour l'exportation et non pas pour leur usage propre, puisque leur population n'est pas très importante, alors qu'en Iran, les 91 millions de personnes consomment du carburant iranien
semble-t-il, en plus à un prix extrêmement bas, puisque le gouvernement iranien, depuis longtemps, subventionne complètement les produits de première nécessité comme le pain et également le carburant, de façon à ce que les Iraniens puissent se déplacer facilement malgré les sanctions internationales. Donc, les Iraniens sont prêts à tenir le coup pendant longtemps. Et je pense qu'évidemment, ici, sont préparés à cette guerre de position. Et ils ont également la possibilité de recevoir des marchandises de l'étranger, puisqu'ils reçoivent beaucoup de marchandises par le port de Bandar Abbas. Et je suppose que les Américains en empêchent pas mal de passer, mais ils peuvent se faire livrer par également par le Pakistan, par la Chine, par la Russie. Et je sais par exemple qu'ils reçoivent beaucoup de blé de la Russie pour faire marcher en particulier l'industrie du poulet. Donc, ils sont organisés depuis très longtemps et ils sont capables de supporter cette période, alors que les Américains, eux, ne le peuvent pas, puisque ils ont un problème qui est extrêmement différent, c'est que tous les jours, on voit le cours du Brent qui monte et puis qui descend brutalement quand Trump annonce une bonne nouvelle, et dès qu'il il ouvre un peu la voie pour se fâcher, le Brent repart à la hausse. Donc, Trump est un peu coincé, il est même totalement coincé par le prix du Brent. Et l'autre, c'est évidemment le prix du gallon à la pompe, qui est aujourd'hui à 4,30, 4,30 ou 4,50 $, alors qu'on considère que le prix psychologique que les Américains sont prêts à accepter aux alentours de 4 $. Donc, Trump est un peu est pris à la gorge par cette situation. Il ne pourra pas tenir des mois comme ça. Euh, D'autre part, il a, je l'ai montré dans des vidéos précédentes, la pression et la certitude des grandes banques américaines qui ne veulent pas du tout qu'on soit, on ait une crise de 29 gravissime et une chute des bourses pour qu'ils perdent une bonne partie de leurs avoirs. Et donc, elles doivent le presser de négocier. Donc, si je résume tout ça, je dirais que aussi bien les uns que les autres, aussi bien les Iraniens que les Américains, savent qu'ils doivent négocier. Alors, les Iraniens le veulent évidemment, puisqu'ils ne vont pas faire exploser l'économie mondiale par plaisir, mais ils sont prêts à le faire si on les attaque. Mais eux, ils cherchent évidemment un accord à leurs conditions, qui sont celles qui sont, à mon avis, légitimes, celles que tout pays doit avoir, le droit à avoir ses armes, à avoir son enrichissement d'uranium, avoir son industrie nucléaire civile, à ne pas être menacé par des bases américaines à côté de chez lui, à pouvoir commercer avec qui il veut, etc., etc. Et puis d'un autre côté, un Trump qui est coincé par le temps parce que il sait que chaque jour qui passe le rapproche de la catastrophe économique, et ça ne manque pas d'alerte de la part de financiers américains qui disent que ce qui se prépare peut être pire que la crise de 29. Donc, ils jouent véritablement avec le feu comme s'il envoyait en l'air des bâtons de dynamite ou des grenades en espérant que la grenade ne va pas lui retomber dans la main et lui exploser dans la main. Donc, il est dans ce genre de situation très inquiétante, je dirais. Et d'autre part, il a, par ailleurs, des gens qui sont des pro-sionistes ou des anti-iraniens primaires et viscéraux qui ne veulent pas qu'il signe et qu'il ait un accord. Donc, il sait globalement qu'il est obligé de le faire. Les Iraniens savent également que
on va y arriver puisque tout ce qu'ils font, c'est évidemment dans ce but-là, puisqu'ils veulent aucunement faire exploser la planète. Et donc, on est dans un contexte qui est maintenant, à mon avis, un contexte de désengagement progressif et de baisse progressive, non pas de la tension, mais en tout cas de la militarisation. On va dans la direction d'une négociation. Pour autant, les positions américaines d'un côté et iraniennes de l'autre, si on se souvient, sont tellement différentes, puisque les Iraniens veulent véritablement toutes les prérogatives d'un État normalement constitué, et les Américains vivent encore sur le rêve de pouvoir leur imposer les conditions qui plairaient à Israël, au lobby, etc., contrôle qu'on leur livre à eux l'uranium, que l'on limite les missiles, que l'on leur interdise de contrôler le détroit d'Ormuz, ce qu'ils ont le droit de faire, etc., etc. Donc, on est dans des positions qui sont très différentes. Il y a un cadre général qui pousse les uns et les autres à se rapprocher, et pour autant, les positions aujourd'hui restent très différentes. Donc, ça crée une espèce de situation intermédiaire, à mon avis, assez tendue, où il faut des nerfs extrêmement solides, avec de part et d'autre des escarmouches, parce que tant qu'on n'est pas vraiment rentré dans le système, on va faire semblant de se battre et puis on va s'échanger des tirs tout en disant que c'est rien, c'est rien. Et également, j'en suis persuadé, des attaques sous faux drapeau d'Israël, puisque la tactique d'Israël dans cette affaire, c'est d'essayer de faire en sorte que l'accord ne se fasse jamais ou le plus tard possible. Et donc, on va tirer sur tel ou tel pays. À mon avis, l'Arabie saoudite va être ciblée parce que, comme c'est une alliée aujourd'hui implicite et même explicite, comme je l'ai dit récemment, de l'Iran à cause de cet accord de M. Marandi, que M. Marandi a expliqué et que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Donc, les Israéliens vont essayer par tous les moyens de casser l'accord et de faire en sorte que les Iraniens et les Américains se retapent dessus le plus longtemps possible. Mais à mon avis, ils n'y arriveront pas parce que Trump, tout simplement, est enfermé dans la boîte et il ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire se rapprocher. Pour autant, on ne peut pas exclure non plus, puisqu'on sait que Trump est d'une fourberie totale, qu'il profite du fait que les Iraniens baissent un petit peu la garde à un moment donné pour essayer de lancer une attaque, tout en disant que non, c'est pas une vraie attaque, c'est pas la même, il peut pas dire qu'il est dans la même guerre parce que on lui dira que ça fait 3 mois et qu'il n'avait pas l'autorisation du Congrès, mais il dira bon, c'est autre chose, donc on ne peut pas exclure ça non plus, mais moi, j'y crois pas tellement. Je crois que Trump a compris, d'une part, que la guerre militaire était sans espoir, et je pense qu'il a compris aussi que la guerre d'attente était aussi sans espoir, et c'est pour ça que les négociations progressent, parce que il n'a pas le choix. Alors, je veux rajouter quelque chose aussi, qui me paraît aussi très important. Et ça, c'est un élément psychologique que l'on ne rentre pas en général en ligne de compte, mais je vais expliquer pourquoi. Il y a un aspect qui fait que, et qui rajoute à l'impression de confusion, c'est le fait que aussi bien les Américains que les Iraniens, nonobstant le fait qu'ils négocient véritablement pour arriver à une solution, ont besoin de présenter les choses de telle sorte que vis-à-vis de leurs propres opinions, et c'est vrai dans les deux pays, ils n'acceptent pas n'importe quoi et ils se battent comme des chiffonniers pour essayer de conserver leurs avantages.
C'est évidemment vrai pour Trump, qui, vis-à-vis des anti-iraniens, a besoin de montrer qu'il se bat. Donc, je pense qu'il va continuer de temps en temps à tirer, qu'il va faire des déclarations à l'emporte-pièce, comme il en a fait aujourd'hui même en disant qu'il donnait 24 heures aux Iraniens pour répondre. Bon, c'est ce que ça vaut. Mais je dirais, il a une épée dans le dos qui le pousse en même temps à négocier. Et ça, c'est vrai, ça vient, à mon avis, des milieux d'affaires principalement, et également une autre épée dans le dos qui le pousse à dire qu'il ne veut pas négocier ou qu'il veut vendre chèrement sa peau le plus possible. Il a besoin de ça pour qu'on ne l'accuse pas d'avoir bradé les intérêts de l'Amérique. Donc, il y a ces deux aspects contradictoires, l'un qui le pousse à aller effectivement à négocier et un autre qui le pousse à faire semblant de se battre et puis pour montrer qu'il est le meilleur défenseur de l'Amérique, même si au bout du compte, il donne tout ce dont les Iraniens ont besoin et ont envie, je suppose. Mais du côté iranien, c'est aussi vrai, et ça c'est important de l'expliquer, parce que contrairement à ce qu'on pense, moi je pense que ce ne sont pas les chefs iraniens qui sont les plus déterminés à se battre de toutes leurs forces, c'est au contraire la population. Alors, il faut expliquer une chose, parce qu'on essaye désespérément, et c'est une des bases de ce conflit, de montrer que la population déteste le régime et contre le régime parce que le régime n'accorde pas suffisamment de liberté à la population. Alors, ça, je pense que c'est un contresens. Je vais dire quelque chose qui va étonner un peu les gens. C'est un contresens qui est extrêmement fréquent, qui consiste à appliquer aux classes populaires des notions et des réflexions et des notions de la liberté qui sont celles de la bourgeoisie. J'ai constaté dans ma carrière, dans mes 40 ans en Afrique, en Asie et dans énormément de pays au Moyen-Orient, en Amérique latine, etc., que les peuples, les populations se satisfont très souvent de régimes autoritaires, voire très autoritaires, à partir du moment où ils garantissent la notion de la liberté qui est celle dont les peuples ont véritablement besoin, à savoir la sécurité. J'allais sur les marchés, je discutais avec des petites gens, avec des petits commerçants, etc. Et c'est clair que eux, leur préoccupation, c'est de pouvoir élever leurs enfants, leur pouvoir travailler sans être rackettés par les mafias, rackettés par les riches et attaqués dans le cadre de guerres civiles ou de guerres avec l'étranger. Donc, la solidité du régime, et souvent la solidité rime avec autoritarisme, est quelque chose qui les dérange beaucoup moins que ce que les bourgeois, qui eux sont assurés par leur argent, par leur réseau, par leur statut, etc., ont une autre conception de la liberté qui consiste à dire, pour moi, la liberté, c'est la liberté politique, le droit de dire ce que je veux, le droit d'être dans l'opposition, le droit de, etc., etc. Il y a vraiment deux conceptions de la liberté qui sont très différentes en haut de la hiérarchie et en bas de la hiérarchie. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis persuadé qu'une bonne partie de la population iranienne, ce dont elle ne veut à aucun prix, c'est que ses chefs bradent les intérêts de l'Iran parce qu'ils savent que si les conditions qui sont acceptées par les chefs sont trop favorables aux États-Unis, ça provoquera demain une autre guerre. Par exemple, à supposer, ce que je ne pense pas, que les Iraniens finissent par accepter de limiter leurs missiles balistiques comme de façon à ne pas pouvoir atteindre l'Israël, comme semble-t-il les Américains l'exigent, ça serait une catastrophe parce que ça veut dire que demain, il y aura évidemment une autre guerre
puisque l'Iran sortira de cette guerre affaibli, ce que je pense qu'il ne doit pas faire et qu'il ne fera pas, puisqu'il tient à la gorge les États-Unis et le monde entier par son contrôle du détroit d'Ormuz. Donc, je pense que les populations, en tout cas les classes populaires, sont certainement beaucoup plus lucides et beaucoup plus dures et exigent de leur gouvernement une attitude extrêmement ferme. Et je ne suis pas sûr, par ailleurs, que les populations, que les gouvernements et les classes de la haute bourgeoisie, eux, aient vraiment envie de se battre comme des chiffonniers pour garder les prérogatives de l'Iran. Il y en a certainement qui sont des vrais patriotes et des vrais nationalistes, mais je pense qu'il y en a beaucoup, simplement parce que eux sont extrêmement riches, parce que pendant les 45 ans de système et de pénurie alimentaire et de marché noir, évidemment, ce ne sont pas les petits gens pauvres qui se sont enrichis, mais ce sont les classes riches et les dirigeants, en particulier les gardiens de la Révolution, et qui ont leur argent dans les banques étrangères, et en particulier à Dubaï. Je suis persuadé qu'une bonne partie. Alors, eux, ils seraient certainement, en tout cas cette frange-là, seraient d'accord pour édulcorer un peu, pour pouvoir sortir. Et quelque part, Ali Khamenei avait été un peu le porte-parole de ces gens-là, puisqu'en même temps, il a préparé les conditions d'une guerre, merveilleusement préparée d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, mais en même temps, il n'a jamais voulu véritablement faire en sorte de déclencher la guerre qui pourrait amener la libération de l'Iran, parce que je pense qu'il était un peu dans les pattes des gardiens de la Révolution, et que les gardiens de la Révolution étaient ceux qui s'arrangeaient le mieux de la situation et qui s'enrichissaient le plus avec le marché noir. Donc, je pense un peu à l'envers de ce que pensent pas mal d'analystes, à savoir que ce n'est pas le régime qui est dur et les dirigeants qui sont durs de dur, et la population qui déteste les dirigeants et qui serait prêt à les renverser pour mettre un Pahlavi ou quelque chose comme ça. Mais c'est plutôt l'inverse, à mon avis. Les chefs iraniens se sentent tenus par une pique dans le dos, au même titre que les Américains, que le gouvernement américain avec avec les anti-iraniens, et que les dirigeants sont redevables vis-à-vis d'une frange importante de leur peuple, et à mon avis, elle est majoritaire, qui veulent qu'ils en sortent enfin avec les honneurs et qui profitent de la situation pour rétablir la souveraineté de l'Iran comme elle devrait l'être, avec en plus, au passage, quelque chose qui est tout à fait extraordinaire et qu'ils ont acquis, c'est-à-dire le droit de péage sur le détroit d'Ormuz, chose qui, si ça se termine comme ça, sera une manne sensationnelle. Et après tout, pourquoi pas, puisque de son côté, la Turquie fait bien payer le détroit, le passage. Et pourquoi est-ce que l'Iran ne ferait pas payer 1 million de dollars ou 2 millions de dollars pour des cargaisons qui valent 300 ou 400 millions de dollars, c'est-à-dire ça coûte même pas 1%, donc 1,5%, donc c'est pas ça qui fera couler qui renchérira tellement le prix du pétrole mondial. Par contre, pour l'Iran, ça représente une manne importante qui leur permettra de payer les dommages de guerre si jamais elles ne sont pas payées par la négociation. Alors, un petit mot également parler pour parler des Émirats arabes unis. J'ai été un peu étonné de voir à quel point les revendications iraniennes ont été fortes
vis-à-vis des Émirats arabes unis, aussi bien lorsqu'ils ont bombardé le port de Foujaïra que lorsqu'ils ont bombardé un certain nombre d'installations aux Émirats arabes unis. Et je me demande, au-delà du fait que les Émirats arabes unis sont les plus proches d'Israël, les plus proches des États-Unis, qui ont soutenu les États-Unis dans cette guerre, etc., s'il n'y a pas un sale contentieux par rapport à Dubaï, puisqu'on sait qu'une partie des avoirs iraniens étaient dans les banques de Dubaï, qui jouaient le coup de faire fructifier cet argent pour le compte des Iraniens. Et si, parce que je n'ai pas trouvé cette information, mais je vais essayer de la confirmer, si par hasard, au moment de la guerre, du début de la guerre, les Américains n'ont pas demandé aux autorités dubaïotes de geler les avoirs iraniens, ce qui est, de la part de l'Iran, certainement une véritable saloperie qui leur a été faite, et donc ils ont décidé à faire payer à Dubaï cette trahison, outre le fait que quand vous êtes une banque, si vous décidez de geler les avoirs de l'un de vos clients parce qu'un autre client vous le demande, ben, vous vous faites harakiri, parce que ça veut dire que demain, vos autres clients ont tellement peur que vous leur fassiez la même chose que tout le monde retire son argent. Donc je me demande si derrière cette animosité contre les Émirats arabes unis, il n'y a pas un bon vieux contentieux financier qui a été provoqué par le gel des avoirs iraniens. Outre le fait, bien entendu, comme j'en ai déjà parlé, qu'il existe un accord entre aujourd'hui l'Iran et l'Arabie saoudite, un accord qui n'est pas encore formulé, mais dont j'ai eu confirmation par le professeur Marandi, qui est le premier qui en a parlé, qui n'est pas mis sur la table pour une raison simple, c'est que ça n'arrange pas les Iraniens qui ne veulent pas mettre les Saoudiens dans l'embarras en montrant que les Saoudiens sont en train de trahir les Américains, mais en même temps, si jamais l'accord se fait entre l'Iran et les États-Unis, l'existence de cet accord, qui est un accord militaire et sécuritaire entre l'Iran et l'Arabie saoudite, viendra renforcer cette relation et viendra positionner véritablement l'Arabie saoudite comme un acteur fondamental dans cette guerre. Et il est certain que c'est quelque chose qui fait également très peur à Abu Dhabi, qui est sorti de l'accord de l'OPEP. Et à mon avis, ils ont fait une grosse erreur parce qu'ils se sont mis dans les mains des États-Unis. D'abord, ils seront trahis par les Américains, comme les Américains trahissent tous leurs amis. Et surtout, ils ne seront pas dans le camp des vainqueurs parce que l'Arabie saoudite leur fera payer le fait d'avoir voulu faire cavalier seul au sein de l'OPEP et les autres pays de l'OPEP aussi. En tout cas, bon, ça c'est leur affaire, mais je pense que les Émirats arabes unis sont très mal barrés dans cette affaire. Et les autres qui sont très mal barrés, évidemment, c'est Israël, puisque Israël, outre le fait qu'ils sont bloqués en Iran aujourd'hui par le revirement de Trump, et ce n'est pas la première fois. Ils sont bloqués aussi au Liban, où ils sont véritablement vietnamisés, parce que le Hezbollah a préparé cette affaire depuis longtemps, et que pendant que les Israéliens bombardaient le sud Liban et la partie en dessous du Litanie pour transformer ça en un nouveau Gaza, comme ils l'ont dit eux-mêmes, pendant ce temps, le Hezbollah profite des installations souterraines qu'ils ont organisées, comme Yahya Sinwar l'a fait à Gaza,
et ils détruisent les chars Merkava les uns après les autres en ce moment. En plus, les Iraniens ont tapé très fortement sur toutes les installations pétrolières et de carburant, aussi bien à Haïfa que à Ashdod, également dans d'autres endroits. Donc, Israël se trouve face à une pénurie aujourd'hui de carburant qui fait que leurs chars sont bloqués et ils ne peuvent pas mener la campagne qu'ils voudraient mener. Donc, ils font ce qu'ils savent faire, tout détruire, tout casser, détruire, casser, piller quand ils passent quelque part. Mais tout ça, ça ne s'appelle pas de la conquête. Et la négociation, de toute façon, entre Israël et le Liban est une mascarade. Je pense pour ma part que Aoun est la pire des lavettes, et je n'ai pas peur de le dire, parce que lorsque vous êtes le président d'un pays, même si vous n'êtes pas d'accord avec une frange de votre, de vos pays, votre armée ou de vos milices, vous choisissez pas de vous mettre d'accord avec les ennemis qui ont chassé 1,5 million de personnes et qui massacrent vos populations pour désarmer une partie des gens qui sont vos propres ressortissants libanais dont ils sont au Parlement et que même certains sont ministres dans votre propre gouvernement. Donc, Aoun est d'une lâcheté absolue d'avoir accepté cette négociation bidon. Je pense que ça va lui retomber sur le nez parce que même les sunnites et même les chrétiens vont finir par le détester. Je pense que les chrétiens qui soutiennent Israël, puissance occupante et puissance militaire de plus en plus détestable, vont également jouer contre leur camp. Donc, je souhaite que Aoun, à mon avis, Aoun ne va pas rester longtemps parce que il ne fait pas la politique d'un chef d'État, il fait la politique d'une carpette. Et je pense que viendra à la suite, à moins qu'il change véritablement d'avis, mais je ne le vois pas, quelqu'un qui dira je défends les Libanais d'abord, tous les Libanais, et qui fera revenir le Hezbollah dans la communauté nationale. Le Hezbollah qui est aujourd'hui la seule faction de Libanais, parce qu'il ne faut pas dire le Hezbollah, il faut dire les Libanais du Hezbollah, parce qu'ils sont Libanais, défendent leur communauté et défendent leur pays contre un envahisseur. Voilà. C'est ça la nature des choses. Et je pense que la nature des choses finira par prévaloir. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur cette situation du Moyen-Orient. Parlons un peu de la Russie. Bon, aujourd'hui, je dirais que Zelensky a reçu ses 90 milliards en théorie, mais encore faut-il qu'il puisse en faire quelque chose et qu'il puisse acheter les armes suffisantes pour pouvoir, disons, se défendre contre les attaques russes qui progressent sans arrêt. Je ne suis pas du tout sûr qu'il va y arriver. Donc, les Russes continuent leur petit bonhomme de chemin, je vais dire, en faisant le tour progressivement de Slaviansk et Kramatorsk. Et lorsqu'ils auront fait le tour et qu'ils auront bloqué les routes de l'Ouest entre Slaviansk, Kramatorsk et Kiev, à ce moment-là, cette place forte sera prête à tomber et la guerre sera pratiquement finie, en tout cas la première phase de la guerre, pour tenter que les Russes aient envie d'aller à Odessa, ce qui, à mon avis, doit les tenter énormément, puisqu'ils se rendent compte que les Européens, que les Américains d'abord ne cherchent qu'une chose, c'est à arrêter la guerre pour pouvoir aller faire du commerce directement avec eux, que
Zelensky et Trump semblent fâchés, qu'un certain nombre de dirigeants européens sont en train de vouloir lâcher prise, retourner sa veste, y compris Macron, ce qu'on peut voir certains détails. En tout cas, la situation progresse et moi je pense raisonnablement que cette année, on verra la chute de Slaviansk et Kramatorsk et à ce moment-là, on changera totalement de référentiel parce que on dira, ben voilà, les Russes ont gagné et Trump peut-être pourra dire la guerre est finie. Et à ce moment-là, euh, Zelensky n'aura plus son argument massu qui consiste à dire on, on est vainqueur ou on se défend, on va récupérer nos territoires et donc essayer de tirer de l'argent, de l'argent, de l'argent, comme il essaye de le faire aujourd'hui. Donc, ça, c'est un front, je dirais, qui progresse petit à petit. Un petit mot, donc, pour finir sur les élections qui se préparent. Bon, les élections françaises, moi, je dirais qu'aujourd'hui, on n'y voit pas encore très clair parce qu'il n'y a personne véritablement qui sort du lot. Et quand je dis qui sort du lot, je dis quelqu'un qui représente véritablement l'ensemble de la société française. Il faut une personnalité qui rassemble véritablement, qui rassemble les communautés d'origine étrangère, mais surtout les communautés françaises, qui soient une personnalité véritablement patriote, à l'instar de ce qu'était le général de Gaulle autrefois, dans un esprit je dirais, d'unité, mais en préservant, et ça c'est très important, je pense qu'il faudrait qu'il soit, je comprendrais qu'il soit immédiatement arrêté pour sédition, et je pense que M. Bagayoko devrait être arrêté assez rapidement pour des propos de cette nature, parce que le Rassemblement national est un parti qui a tout à fait ses droits et qui aujourd'hui a le droit de concourir, quoi qu'on en dise, au sein d'une élection présidentielle. Et ceux qui disent qu'ils veulent prendre les armes contre ça me paraissent être des personnes extrêmement dangereuses et je le dis avec avec le plus grand calme et la plus grande amitié auprès de ceux qui m'écoutent et qui sont d'origine étrangère et des Français d'origine étrangère. On est dans un pays, il faut respecter les règles, il faut respecter la culture et il faut respecter l'histoire. C'est ça qu'il faut faire et je pense que, en tout cas, j'espère que cette, cet esprit de paix prévaudra par rapport à ces tentatives de déstabilisation qui vont évidemment ne pas manquer de se produire. Et à ce titre, et je terminerai avec ça, j'ai évidemment une position extrêmement, je dirais, à la fois positive et négative par rapport à M. Mélenchon, parce que si je reconnais que le travail qui est fait par rapport à la défense de la Palestine me paraît être extrêmement valable et je pense que Mme Rima Hassan devrait absolument pas être brocardée comme elle l'est et traitée comme elle l'est aujourd'hui au sein de la presse française, de tous les bords d'ailleurs, plus ou moins, puisque tout le monde a peur des communautés israélites et pro-israéliennes françaises. Par ailleurs, j'oublie pas que M. Mélenchon est un gauchiste, comment dire, trotskiste, et que son rêve, évidemment, c'est d'organiser la prise du pouvoir par la sédition. Et ça, d'où la déclaration de M. Bagayoko, évidemment, qui lui a été dictée par M. Mélenchon. Et ça, moi, en tant que Français, je ne peux absolument pas l'accepter. Donc, je ne peux pas valider la position de M. Mélenchon, mais pour autant, je reconnais la validité de son combat
et je regrette qu'il soit le seul d'ailleurs à défendre le droit des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes, comme je le fais moi-même en tant que gaulliste. Voilà, chers amis, je m'arrête là. On en a encore beaucoup, je pense, dans les semaines qui viennent. J'espère que on va s'acheminer, comme je le pense, vers une véritable négociation, qui ne sera pas facile parce que les positions sont très différentes. Je pense qu'on finira par s'aligner sur les positions iraniennes, puisque c'est les Iraniens qui tiennent aujourd'hui, qui ont le pouvoir et qui peuvent faire chanter les Américains alors que les Américains ne peuvent pas leur rendre l'appareil. J'espère que Trump ne va pas se dire ben, je vais en sortir par une attaque militaire parce que d'abord ça résoudrait rien, ça tuerait encore des milliers de gens et surtout ça risque de provoquer une récession mondiale gravissime où tous les peuples dans tous les pays seraient affectés. On m'a dit récemment, un ami qui va beaucoup en Asie, que les Asiatiques pratiquaient de plus en plus en ce moment la culture sur brûlis, c'est-à-dire qu'ils brûlent les forêts et les prairies parce que tout simplement, ils ne reçoivent pas d'engrais, puisque la fabrication des engrais et le transport vient en grande partie des pays du Golfe. Donc, imaginez la catastrophe qu'il y a aujourd'hui avec des forêts entières qui disparaissent simplement parce que ces pauvres paysans n'ont pas le droit d'acheter leurs engrais à cause de cette guerre. Donc, j'espère qu'on ira vers une négociation. J'espère que Trump comprendra qu'il n'a pas les moyens de faire autrement. Ça, je pense qu'il l'a compris. Mais visiblement, il ne va pas jusqu'au bout de la compréhension. Et on va suivre ça de très près et espérons qu'on va voir sortir assez vite. En tout cas, comme Trump va en Chine le 15 du mois et on y est bientôt, il y a peut-être une petite chance pour qu'il sorte quelque chose de positif dans les jours qui viennent. C'est ce que je souhaite pour tous, c'est ce que je souhaite pour les peuples. Voilà, on va suivre ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.